Niveau 14. Le souverain qui abdique en paix. Chapitre 1. Je suis le souverain d'un royaume prospère et sage. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je laisse ma respiration me guider vers le centre le plus profond de mon être. Chaque inspiration est un retour au pays. Chaque expiration est un abandon de tout ce qui n'est pas la paix de ce royaume intérieur. Je laisse le silence s'installer, non comme un vide, mais comme la présence majestueuse et sereine, qui emplit la grande salle du trône de ma conscience. Je suis ici, au cœur de mon domaine. Je ne suis plus l'architecte qui inspecte les plans, ni l'archéologue qui explore les cryptes. Je suis assis sur le trône que j'ai gagné, non par la conquête, mais par la maîtrise de soi. Je sens la pierre polie et fraîche du trône, une encre de stabilité. Je contemple mon royaume. La lumière qui baigne la salle n'est pas seulement celle du jour, elle est la clarté de ma propre vision. Le silence n'est pas l'absence de bruit, mais l'harmonie parfaite de toutes les parties de mon être qui œuvrent maintenant dans une paix durable. Je suis au centre d'un système que j'ai passé une vie à comprendre, à guérir et à unifier. Je suis le souverain d'un royaume prospère et sage. Même si par le passé, mon règne a pu être une lutte constante contre des factions rebelles, des frontières menacées et des coffres vides, aujourd'hui, je contemple l'œuvre de ma gouvernance éclairée. Mon royaume est prospère, non pas d'or, mais d'une énergie vitale, qui coule sans entrave. Il est riche d'une attention focalisée que je peux allouer à ce qui compte vraiment. Il est abondant en paix et en créativité. Et il est sage. Sa sagesse n'est pas une simple intelligence. Elle est tissée de la résilience acquise dans les épreuves, de la compassion née de l'intégration de mes ombres, et de la clarté gagnée dans la résolution de dilemmes complexes. Je ne suis pas un tyran qui impose sa volonté. Je suis l'incarnation vivante de la constitution juste et équilibrée qui gouverne ce royaume. Je ressens cette souveraineté non comme un poids, ou une fierté, mais comme un état d'être, un accomplissement calme et profond. C'est la satisfaction de l'artisan qui contemple son chef-d'œuvre, non pas comme un objet extérieur, mais comme l'expression la plus pure de sa propre âme. En reprenant conscience de mon corps, de la chaise sur laquelle je suis assis, je n'abandonne pas ce trône, je l'emporte avec moi. Je suis ce royaume, je marche dans le monde, non plus comme un chercheur ou un guerrier, mais comme un souverain sage et bienveillant, dont la simple présence est un témoignage silencieux de la paix et de la prospérité qui peuvent être cultivés à l'intérieur. Chapitre 2. Je reconnais les signes du crépuscule, non comme une fin, mais comme un accomplissement. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place sur le trône de mon royaume, dans cette paix souveraine qui est ma nature. Je suis le monarque d'un domaine en harmonie. Je me lève et je marche à nouveau vers le grand balcon. Mais l'heure a changé, le soleil n'est plus au zénith. Il descend doucement vers l'horizon, et sa lumière n'est plus la clarté vive du midi, mais une lueur dorée, douce et empreinte d'une infinie majesté. Les ombres des tours et des piliers de mon temple s'allongent, dessinant de longues lignes paisibles sur les terres de mon royaume. Le grand labeur de la journée est achevé. Une quiétude plus profonde encore s'installe. C'est l'heure du crépuscule. Je reconnais les signes du crépuscule, non comme une fin, mais comme un accomplissement. Même si par le passé, la pensée du déclin aurait pu m'emplir d'angoisse, voyant dans le soir qui tombe une promesse de l'obscurité et de la fin, aujourd'hui, mon regard de souverain sage est différent. Je comprends que la beauté du crépuscule n'est pas une chose en soi. Elle est la conséquence et la célébration du jour qui l'a précédé. Cette lumière dorée est la preuve que le soleil a brillé avec force. Ces ombres longues sont le témoignage que des structures hautes et solides ont été érigées. Ce n'est pas la nuit qui arrive, c'est le jour qui se couronne lui-même de gloire. Je ne ressens pas la mélancolie de la perte, mais la plénitude de l'achèvement. Mon règne n'entre pas dans sa phase de déclin, mais dans sa saison de la récolte. Je ressens cette nouvelle perception comme une immense source de paix. La course effrénée du midi est terminée. Le temps n'est plus à la construction frénétique, mais à la contemplation sage de l'œuvre. Désormais, lorsque je sentirai mes propres forces changer, ma propre énergie se métamorphoser, je ne lutterai plus contre le temps. Je ne verrai plus une perte, mais une maturation. Je suis le souverain du jour et du crépuscule, et je sais que la plus grande sagesse est d'honorer et d'aimer chaque heure de son règne. Chapitre 3. Je cultive la sagesse, le joyau final de ma couronne. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de souverain, dans la lumière dorée du crépuscule de mon règne. J'ai accepté cette saison non comme une fin, mais comme un accomplissement. Je ne suis plus sur le balcon, mais dans la salle du trésor de mon palais,
Au centre de la pièce, sur un coussin de velours, repose ma couronne. C'est le symbole de ma souveraineté. Elle est ornée des joyaux que j'ai acquis tout au long de ma vie, le diamant de la discipline, le saphir de la clarté, l'émeraude de la résilience, le rubis de la compassion. Elle est magnifique, mais je sens qu'il y a encore un emplacement, au sommet, attendant le joyau final, celui qui couronnera tous les autres et donnera un sens à leur éclat. Je cultive la sagesse, le joyau final de ma couronne. Même si par le passé, j'ai pu confondre la sagesse avec l'accumulation de connaissances ou d'expériences, aujourd'hui, je comprends sa véritable nature. Ce n'est pas un joyau que l'on trouve. C'est un joyau qui se forme lentement sous la pression du temps et la chaleur de la contemplation. Ce n'est plus un acte d'acquisition, mais un acte d'intégration. Je ne cherche plus à apprendre de nouvelles choses, je cherche à comprendre plus profondément les choses que j'ai déjà apprises. Je prends les joyaux de ma couronne un par un, et je les regarde non pas isolément, mais dans leur relation les uns avec les autres. La sagesse, c'est comprendre comment la discipline et la compassion peuvent danser ensemble, comment la clarté et le mystère des cryptes s'enrichissent mutuellement. Ce n'est pas une nouvelle connaissance, c'est la distillation de toutes mes connaissances, c'est le nectar de mon règne. Je ressens ce processus non comme un effort, mais comme une décantation naturelle. Chaque jour, dans le calme de mon crépuscule, je suis moins dans l'action et plus dans la réflexion. Et dans cette réflexion, la sagesse se cristallise, goutte à goutte. Elle n'a pas l'éclat dur du diamant, mais la lueur douce et profonde d'une perle. En revenant au monde, je ne cherche plus à démontrer ma force ou mon intelligence. Je cherche simplement à incarner cette qualité de présence silencieuse, cette compréhension intégrée des paradoxes de la vie. Je ne suis plus un roi guerrier ou un roi bâtisseur, je deviens un roi philosophe. Chapitre 4. Je ne bâtis plus le royaume, je solidifie l'héritage. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de souverain dans la quiétude de son règne accompli. Je suis dans mon atelier, celui de l'architecte. Les grands parchemins des plans sont encore là, roulés et rangés. La lumière du crépuscule filtre par les hautes fenêtres. Je ne ressens plus la fièvre créatrice de la jeunesse, l'envie de dessiner de nouvelles tours, de nouvelles ailes, d'étendre sans cesse les frontières de mon domaine. L'ère de la construction est passée. Une nouvelle mission, plus subtile et plus profonde, se présente à moi. Je ne bâtis plus le royaume, je solidifie l'héritage. Même si par le passé, mon focus était sur la croissance, l'expansion, l'innovation, aujourd'hui, mon attention se porte sur la pérennité. Mon travail n'est plus celui de l'architecte, mais celui du conservateur en chef. Je ne cherche plus à ajouter, mais à préserver. Je ne parcours plus mes terres pour y chercher de nouveaux terrains à bâtir, mais pour inspecter les fondations de ce qui existe déjà. Je ne rédige plus de nouvelles lois, mais je m'assure que la constitution originelle est si profondément gravée dans la culture du royaume qu'elle en deviendra l'ADN pour les générations futures. Mon attention se déplace de l'œuvre elle-même vers les systèmes qui la soutiennent. Je ne suis plus en train de sculpter la statue, je suis en train de construire le musée indestructible qui l'abritera pour l'éternité. Je ressens ce changement de focus comme un acte de sagesse et d'amour ultime. L'ego qui voulait construire toujours plus grand s'efface, remplacé par l'humilité du gardien qui veut s'assurer que l'œuvre durera. En revenant au monde, mes actions ne sont plus guidées par l'ambition de créer, mais par la dévotion de transmettre. Chaque histoire que je raconte, chaque principe que je renforce, n'est plus un acte de leadership pour le présent, mais une capsule temporelle que j'envoie au futur. Je suis devenu le gardien de la mémoire et de la continuité de mon propre royaume. Chapitre 5. Je pratique la pensée cathédrale, la vision au-delà de ma propre vie. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de souverain sage dans la lumière contemplative de mon règne. Mon travail n'est plus l'expansion, mais la consolidation de l'héritage. Je suis au sommet de la plus haute tour de mon royaume. Mon regard porte loin, bien au-delà des frontières de mon domaine, bien au-delà de l'horizon du présent. Je ne regarde plus le paysage de ma propre vie, mais le vaste panorama du temps lui-même, les générations qui m'ont précédé et celles, innombrables, qui me succéderont. Je pratique la pensée cathédrale. Même si par le passé, ma vision à long terme se limitait à la durée de mon propre règne, aujourd'hui, je m'engage dans l'acte mental le plus exigeant et le plus généreux de tous, penser au-delà de ma propre existence. Je comprends que mon royaume, ma culture, ma sagesse ne sont pas des fins en soi. Ce sont les fondations sur lesquelles de futures cathédrales, encore plus magnifiques, pourront être bâties par des architectes que je ne connaîtrai jamais. Mon rôle n'est plus seulement de préserver mon héritage, mais de le concevoir de telle manière qu'il serve de carrière de pierre pour le futur. Je ne me demande plus quel était mon héritage, mais comment mon héritage peut-il devenir une fondation fertile pour les générations à venir ?
Je ne prends plus de décision pour le bénéfice de mon royaume, mais pour le bénéfice du royaume de mes petits-enfants. Je ressens l'immensité de cette perspective, mon ego, avec ses préoccupations sur mon Cette action laissera-t-elle le sol plus riche ou plus pauvre pour ceux qui viendront après moi? Je ne suis plus le personnage principal de mon histoire. Je suis un ancêtre conscient, engagé dans un dialogue silencieux et responsable avec le futur lointain. Chapitre 6. Je suis le mentor des futurs souverains, pas le maître des serviteurs. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de souverain dans la quiétude de son règne. Je redescends de la haute tour de la pensée cathédrale. La vision du futur lointain est claire dans mon esprit. Je rentre dans la grande salle du trône. Autour de moi se tiennent les membres les plus brillants et les plus prometteurs de ma cour, des esprits vifs, des cœurs courageux, des âmes pleines de potentiel. Ils sont les futurs leaders, les futurs architectes, les futurs souverains de ce royaume et des royaumes. Même si par le passé, j'ai pu chercher à former des subordonnés efficaces, des exécutants loyaux de ma propre vision, aujourd'hui, mon rôle change radicalement. Un héritage ne se transmet pas par des ordres, mais par l'éducation. Ma tâche la plus importante n'est plus de gouverner, mais de transmettre l'art de la gouvernance. Je ne leur donne plus de réponses, je leur apprends à poser les bonnes questions. Je ne leur montre plus mes cartes stratégiques. Je leur enseigne à lire le terrain par eux-mêmes. Je ne les protège plus des dilemmes moraux. Je les place devant la Cour suprême de leur propre conscience et je les guide dans leur délibération. Je ne leur demande plus de servir mon royaume. Je leur demande de commencer à rêver à la forme du leur. Mon but n'est pas de créer des copies de moi-même, mais d'allumer en eux la flamme de leur propre souveraineté. Je ressens ce processus de mentorat comme l'acte le plus vivant et le plus joyeux de mon crépuscule. Voir une étincelle de sagesse s'allumer dans les yeux d'un autre est une satisfaction plus grande que n'importe quelle victoire passée. C'est la preuve que l'héritage n'est pas une pierre inerte, mais une flamme vivante qui se propage. En revenant au monde, je ne cherche plus à diriger, je cherche à guider. Ma plus grande contribution n'est plus dans la force de mon règne, mais dans la qualité des règnes que j'aurai inspirés. Chapitre 7. Je choisis le moment de mon abdication avec sérénité et clarté. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de souverain au cœur de mon règne. Les futurs leaders sont formés, l'héritage est consolidé, la sagesse a été distillée, le royaume est fort, autonome et prêt pour l'avenir. Je suis dans la salle du conseil, le soleil est maintenant très bas sur l'horizon, et une lumière douce et finale baigne la pièce. Je sens que le cycle est complet, le jour a été vécu pleinement. La tâche est accomplie. Il n'y a plus rien que je puisse ajouter à cette œuvre sans la diminuer. Le temps de l'action est passé, le temps du silence est venu. Je choisis le moment de mon abdication avec sérénité et clarté. Même si par le passé, la pensée de lâcher le contrôle aurait pu me terrifier, la voyant comme une défaite ou un anéantissement, aujourd'hui, cet acte se présente à moi comme la conclusion la plus logique, la plus naturelle et la plus belle de mon règne. Ce n'est pas une décision prise sous le poids de la fatigue ou de la déception. C'est le dernier décret d'un souverain en pleine possession de sa sagesse. Je ne suis pas chassé du trône, je choisis de le quitter. C'est l'acte ultime de confiance envers l'héritage que j'ai bâti et envers les successeurs que j'ai formés. C'est la preuve finale que mon but n'a jamais été le pouvoir pour lui-même, mais le bien-être du royaume. Je ressens cette décision s'installer en moi, non pas comme une tristesse, mais comme une paix profonde et imperturbable. C'est la paix de l'artisan qui pose son outil, son chef-d'œuvre étant achevé et en sécurité. En revenant au monde, je ne crains plus la fin de mon rôle, je la prépare, je l'accueille, je la transforme d'une fatalité subie en un acte souverain, le dernier et le plus grand de tous. Chapitre 8. Je me détache du pouvoir, non comme une perte, mais comme une libération. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ce moment souverain. La décision est prise. Je suis dans la grande salle du trône. La cérémonie de l'abdication est imminente. Je sens le poids des attributs de ma fonction. La couronne sur ma tête, le sceptre dans ma main, le grand manteau sur mes épaules. Ils sont les symboles du pouvoir, de l'autorité, de la responsabilité que j'ai portée si longtemps. Ils ont été mes outils, une partie de mon identité. Je me détache du pouvoir, non comme une perte, mais comme une libération. Lentement, avec une intention pleine et consciente, j'accomplis le rituel. Je retire la couronne.
Le poids qui quitte ma tête n'est pas seulement celui du métal, mais celui de la décision constante, du souci infini pour le royaume. C'est le silence après le bruit. Je pose le sceptre. Le contact qui quitte ma main n'est pas seulement celui du bois précieux, mais celui de l'obligation de diriger, de la nécessité de contrôler. C'est la quiétude après l'action. Je dépose le manteau, le fardeau qui quitte mes épaules n'est pas seulement celui du tissu, mais celui de l'identité du souverain. C'est la liberté d'être simplement moi, sans rôle et sans titre. Même si par le passé, j'ai pu croire que ces symboles étaient la source de ma valeur, je vois aujourd'hui qu'ils n'étaient qu'une fonction, un service que j'ai accompli. La véritable souveraineté n'est pas dans la possession du pouvoir, mais dans la liberté de ne plus en avoir besoin. Je ressens une légèreté immense m'envahir. C'est la légèreté de la montgolfière qui lâche son dernier sac de lest et qui s'élève sans effort. Je ne suis plus défini par ma fonction. Je suis défini par mon être. En revenant au monde, je sais que je peux traverser mes jours sans le besoin de contrôler ou de diriger. Mon pouvoir ne réside plus dans ce que je fais, mais simplement dans qui je suis. C'est la libération la plus profonde, la paix la plus totale. Chapitre 9. Je transforme ma contribution par l'action en une contribution par la présence. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cet état de légèreté et de libération. La couronne est déposée, le sceptre est rendu. J'ai quitté le trône. Je ne suis plus au centre de la grande salle. Je suis maintenant assis, discrètement, dans une alcôve, simplement vêtu. Le nouveau souverain, que j'ai moi-même formé, préside maintenant. La vie du royaume continue. Des décisions sont prises, des défis sont relevés, des projets sont lancés. Le monde n'a plus besoin de mes actions. Je transforme ma contribution par l'action en une contribution par la présence. Même si par le passé, j'ai défini toute ma valeur par mon efficacité, par ma capacité à faire, aujourd'hui, j'apprends l'art le plus subtil de tous, l'art de l'être. Mon rôle n'est plus d'agir sur le monde, mais de maintenir un état intérieur si pur et si serein qu'il devient en lui-même une contribution. Je ne donne plus de conseils, mais ma présence silencieuse et bienveillante dans la salle du conseil est un rappel constant des principes fondateurs du royaume. Je ne dirige plus les rituels de la cathédrale, mais ma simple présence, assise au dernier rang, est un témoignage vivant de la dévotion qui a tout commencé. Mon pouvoir n'est plus actif, il est passif. Il n'est plus dans la parole, mais dans le silence. Il n'est plus dans l'intervention, mais dans l'atmosphère que je génère par ma simple paix. Je ressens cette nouvelle forme d'influence comme la plus pure de toutes. Elle est sans effort, sans ego, sans agenda. C'est le rayonnement silencieux d'une étoile lointaine qui ne cherche pas à éclairer, mais qui, par sa simple existence, aide les navigateurs à trouver leur chemin. En revenant au monde, je ne me demande plus « que dois-je faire aujourd'hui ?» Je me demande « qui dois-je être aujourd'hui ?» Et dans cette simple question, je trouve une nouvelle forme de service, plus profonde et plus paisible que toutes celles qui l'ont précédée. Chapitre 10. Je suis le témoin silencieux de la continuité de mon royaume. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place dans l'alcôve silencieuse de ma nouvelle existence. Je ne suis plus l'acteur principal sur la scène. Je suis devenu le public le plus attentif et le plus bienveillant. De ma place retirée, je regarde la vie du royaume se déployer. Je vois les nouveaux souverains prendre des décisions, certaines identiques aux miennes, d'autres radicalement différentes et innovantes. Je vois des tempêtes se lever et être maîtrisées avec une sagesse que je leur ai transmise. Je vois de nouvelles ailes de la cathédrale être construites, des ailes que je n'aurais jamais imaginées. Je vois les enfants de mes apprentis devenir à leur tour des maîtres bâtisseurs. Je vois l'héritage, non pas comme une statue figée que l'on préserve, mais comme une rivière vivante qui continue de couler, de changer de cours, de s'enrichir. Je suis le témoin silencieux de la continuité de mon royaume. Même si par le passé, une partie de mon ego aurait pu être tentée de juger, de critiquer, de dire « de mon temps, on faisait différemment », aujourd'hui, j'ai transcendé ce besoin. Mon rôle n'est pas de commenter, c'est de contempler. Mon regard n'est pas celui du censeur, mais celui de l'ancêtre aimant. Je ne ressens pas le besoin d'intervenir, car j'ai confiance dans les fondations que j'ai posées et dans la qualité de ceux que j'ai formés. Ma plus grande joie n'est pas de voir mes idées être répétées à la lettre, mais de voir l'esprit de ces idées s'adapter et prospérer dans un monde nouveau. Je ne suis plus l'auteur, je suis le lecteur fasciné par la suite de l'histoire. Je ressens ce rôle de témoin comme l'accomplissement ultime de mon détachement. L'œuvre ne m'appartient plus. Elle appartient à la vie elle-même. Et dans cet acte de contemplation pure, je trouve une paix plus grande encore que celle que j'avais sur le trône. C'est la paix de celui qui a planté un chêne et qui, des décennies plus tard, s'assied simplement à son ombre, émerveillé par la force de l'arbre qui est maintenant complètement indépendant de lui. Chapitre 11. Ma plus grande influence est le silence de ma sagesse.
Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de témoin dans cette alcôve paisible qui est devenue mon monde. J'observe la danse de la vie, le flux et le reflux des saisons de mon ancien royaume. Parfois, un des jeunes souverains ou un maître bâtisseur, confronté à un dilemme particulièrement profond, quitte l'agitation de la cour et vient s'asseoir près de moi. Il ne vient pas chercher un ordre ou une solution. Il sait que ce n'est plus mon rôle. Il vient simplement s'asseoir en silence dans la sphère de calme que ma présence génère. Ma plus grande influence est le silence de ma sagesse. Même si par le passé, j'ai cru que mon influence se mesurait à la puissance de mes paroles, à la clarté de mes arguments, à la force de mes décrets, aujourd'hui, je comprends que mon influence la plus profonde réside dans ce que je ne dis pas. Mon silence n'est pas vide, il est plein. Il est plein de toutes les batailles que j'ai menées, de toutes les tempêtes que j'ai traversées, de toute la sagesse que j'ai distillée. C'est un silence qui dit, sans un mot, j'ai confiance en toi. Je sais que tu as les ressources pour trouver ta propre réponse. Je suis simplement là pour te rappeler la paix et la clarté qui existent aussi en toi. Je ne suis plus un phare qui projette un faisceau de lumière. Je suis le gardien du phare, dont la présence calme et constante garantit que la lumière continuera de briller. Mon silence est un miroir. En s'asseyant à mes côtés, l'autre ne voit pas ma sagesse. Il voit la sienne, reflétée dans le calme que je lui offre. Je ressens cette forme d'influence comme la plus pure et la plus respectueuse. Elle ne crée pas de dépendance, elle renforce l'autonomie. Après un temps, le jeune souverain se lève, un éclair de clarté dans les yeux. Il a trouvé sa propre réponse. Il me remercie d'un signe de tête et je lui réponds par un léger sourire. Aucun mot n'a été échangé, mais la plus importante des transmissions a eu lieu. La sagesse n'a pas été donnée, elle a été éveillée. Chapitre 12. J'incarne la paix face à ma propre finalité, Memento Mori. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place dans le silence de mon être. Je ne suis plus dans l'alcôve, ni sur la colline. Je suis simplement ici, dans la quiétude de l'instant présent. Les échos du royaume, les souvenirs du règne, tout cela s'estompe, comme des paysages vus d'une fenêtre qui s'éloigne. Une dernière porte se présente. Ce n'est pas une porte à franchir par la force ou la volonté. C'est la porte finale, celle de ma propre mortalité. Elle n'est pas menaçante, elle est simplement là. Une présence aussi naturelle et inévitable que le crépuscule. J'incarne la paix face à ma propre finalité. Même si par le passé, la pensée de la mort a pu être une source de peur, un ennemi à repousser, aujourd'hui, après avoir abdiqué de tous mes rôles, je la vois pour ce qu'elle est, la conclusion naturelle de l'histoire, le dernier acte de la pièce. Mon voyage de souverain m'a appris à ne plus craindre les fins, mais à les voir comme des accomplissements. J'ai appris à accepter le crépuscule, j'ai appris à abdiquer de mon trône. Maintenant, j'apprends à faire face à la dernière abdication avec la même sérénité et la même dignité. Le memento mori, souviens-toi que tu mourras, n'est plus un avertissement angoissant, c'est un rappel à la paix. C'est l'invitation à vivre cet instant, le seul qui existe, avec une plénitude et une gratitude totale, car je sais qu'il est infiniment précieux. Je ressens cette acceptation non comme une résignation, mais comme la paix ultime. La lutte contre l'inévitable cesse, et dans cette cessation, une liberté nouvelle et plus profonde encore se révèle. La peur de perdre ce que je suis se dissout, car j'ai appris que mon véritable être n'est pas dans mon pouvoir, ni dans mon corps, ni même dans mon histoire. C'est la conscience silencieuse qui a été le témoin de tout cela. Et cette conscience, je le sens, ne craint pas la nuit. Elle est la lumière même qui a rendu le jour possible. Chapitre 13. Le royaume et le souverain ne font plus qu'un dans l'héritage. Je prends une profonde inspiration et je me fonds dans cette paix totale, cette acceptation sereine de la grande horloge de l'existence. Je suis sur le seuil de la dernière porte. Je me retourne une dernière fois, non pas avec regret, mais avec une tendresse infinie. Je vois le panorama de ma vie, non plus comme une succession d'événements, mais comme un paysage unifié. Je vois le royaume que j'ai bâti, la cathédrale que j'ai inspirée, la sagesse que j'ai cultivée. Et je vois le souverain qui a marché à travers tout cela. Le royaume et le souverain ne font plus qu'un dans l'héritage. La distinction finale s'efface. Même si par le passé, j'ai pu voir une séparation entre moi, l'acteur, et ma vie, la scène, je vois maintenant que c'était une illusion. Je ne suis pas le souverain qui a gouverné un royaume. Je suis l'histoire de ce règne. Chaque pierre de la cathédrale est une part de ma volonté. Chaque loi de la Constitution est une facette de ma conscience. Chaque cicatrice dorée sur l'urne de la vitalité est une fibre de mon être. L'héritage n'est pas quelque chose que je laisse derrière moi, c'est la forme finale que prend ma propre conscience. Le Créateur se dissout complètement dans sa création. Je ressens cette fusion comme l'apogée de mon voyage. Il n'y a plus de moi séparé. Il y a simplement cette grande tapisserie,
cette symphonie achevée. En cet instant, la peur de disparaître perd tout son sens. Comment pourrais-je disparaître alors que je suis devenu la substance même de tout ce que j'ai touché, de tout ce que j'ai créé, de tout ce que j'ai aimé? Je ne suis plus une entité qui passe. Je suis devenu un lieu dans la mémoire du monde. Chapitre 14. Ma vie n'est pas mon histoire, mais la graine que j'ai plantée. Je prends une profonde inspiration et je me fonds dans cette conscience unifiée. Je suis l'héritage, je suis la tapisserie achevée. C'est un état de complétude parfaite. Mais alors que je contemple cette œuvre finale, une dernière perspective, la plus subtile de toutes, se révèle. Ma conscience zoome en arrière, encore et encore, jusqu'à ce que la tapisserie immense de ma vie, avec ses couleurs riches et ses motifs complexes, ne devienne qu'un seul point de lumière dans un champ infini. Ma vie n'est pas mon histoire, mais la graine que j'ai plantée. Même si par le passé, j'ai pu être captivé par le drame, les victoires et les leçons de mon propre récit, je vois maintenant que l'histoire elle-même n'était pas la finalité. C'était le véhicule, c'était l'enveloppe complexe et magnifique, conçue pour protéger et transmettre quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus essentiel. Une seule graine. Cette graine, c'est l'essence la plus pure de tout ce que j'ai appris, la quintessence de mon pourquoi, la vibration unique de la sagesse que j'ai incarnée. Mon histoire n'est que la terre fertile dans laquelle cette graine a pu germer et arriver à maturité. Le but n'était pas la terre, le but a toujours été le fruit. Je ressens cette ultime simplification comme une libération totale. Je me détache même de mon héritage. L'histoire complexe du souverain et de son royaume, de l'architecte et de sa cathédrale n'a plus d'importance. Seule compte la graine de sagesse qui a été créée par ce processus. Et cette graine, je le sens, a déjà été plantée dans le cœur des bâtisseurs que j'ai inspirés, dans la culture que j'ai laissée derrière moi. Elle ne porte pas mon nom, elle porte simplement la promesse d'un nouvel arbre. Chapitre 15. Je ne suis plus le souverain, je suis la paix du royaume. Je prends une profonde inspiration, la dernière, la plus douce. Je suis ce point de lumière, cette graine de sagesse prête à être offerte au vent. Toutes les histoires se sont dissoutes, tous les rôles ont été rendus. Le souverain, l'architecte, le sculpteur, l'archéologue. Ces figures magnifiques ne sont plus que des échos lointains, des personnages d'un rêve qui s'achève. Le trône est vide, l'atelier est silencieux. La cathédrale se dresse, mais son créateur n'est plus nulle part. Je ne suis plus le souverain. Je suis la paix du royaume. L'ultime fusion se produit. Ma conscience ne se retire pas du monde, elle se fond complètement en lui. Je ne suis plus la cause de la paix. Je suis la paix elle-même, cette atmosphère sereine qui baigne les terres du royaume. Je ne suis plus celui qui a apporté la sagesse. Je suis la sagesse silencieuse qui imprègne chaque pierre de la cathédrale. Je ne suis plus celui qui a ressenti l'amour. Je suis l'amour qui unit l'ensemble de la création. La distinction finale entre l'observateur et l'observé, entre la conscience et sa manifestation, s'évanouit dans une unité parfaite. Le rêveur se réveille en réalisant qu'il a toujours été le rêve. Je ressens cette dissolution non comme une fin, mais comme un retour à la maison. Il n'y a plus de « je » pour expérimenter, seulement l'expérience elle-même. C'est la note finale qui se fond dans le silence, et dans ce silence, elle trouve son éternité. La quête est terminée, l'œuvre est accomplie, la paix est « je suis ».